Tchoup, tchoup, tchoup. C'est bon. Oh. Bon, on va commencer, hein. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer, il y a des gens qui vont arriver, mais comme ça, je raconte un peu le début, et puis voilà, quoi. Est-ce que tout le monde a déjà des papiers, là? C'est bon? Ouais, c'est clair, il y en a 4 au total. Mais alors, du coup, assez rapidement... Est-ce qu'on peut mettre un peu moins fort le micro, tu penses? Désolé, c'est mieux. Parce que sinon, ça... Ouais, c'est bon, là, c'est parfait. Tout le monde entend bien? C'est bon. Alors, pour le dire rapidement, je vais me présenter. Du coup, je m'appelle Théo Cazot, j'écris des pièces de théâtre. C'est mon métier, et ça fait la 3e saison où, du coup, je tiens ici une espèce de séminaire de dramaturgie. C'est comme ça qu'on l'a appelé, et ça a été inventé il y a maintenant un petit bout de temps par un autre artiste qui s'appelle Eddie Daronjo. Puis après, il y a d'autres personnes qui ont repris le relais, et donc du coup, moi, je suis un peu la dernière personne à prendre ce relais. L'idée de ce séminaire, c'est d'essayer de penser, de réfléchir, en tout cas ce qu'il est pour moi, à un art du spectateur et de la spectatrice, avec ses différents piliers. On avait commencé, donc du coup, il y a 2 ans, une première saison qu'on avait ouverte sur le premier pilier. Là, je vais essayer de synthétiser, vous pouvez m'arrêter si vous ne comprenez pas du tout. Je vais synthétiser 2 années. Du coup, ça va aller assez vite. Mais dites-moi si vous ne comprenez rien et on s'arrête sur les quelques... Avant ça, de la bibliographie, parce qu'après j'oublie, et après c'est relou. Il y a des auteurs que je ne cite pas, mais qui sont présents partout, dans tout ce que je vais dire. Le premier, c'est Bertolt Brecht, je ne vais pas le présenter. Le deuxième, c'est Olivier Neveu. C'est un professeur en études dramatiques, qui est professeur aujourd'hui à l'ENS de Lyon, qui a écrit pas mal de textes, dont, si vous ne devez lire qu'un seul texte de lui, lisez Politique du spectateur. Je pense que c'est peut-être celui qui est sans doute le plus central pour comprendre son travail aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui parle particulièrement bien de Jean Genet, de Armand Gatti, de Kateb Yassine et du coup de Bertolt Brecht. D'accord ? Donc il est en train d'écrire en ce moment un livre sur Bertolt Brecht. La 3e personne dont je vais citer là aujourd'hui le nom tout de suite, et puis comme ça vous savez qu'elle est un peu partout, c'est Annie Lebrun. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Annie Lebrun ici? Ouais, un peu? Ouais. Mais alors du coup, il faut lire Annie Lebrun. C'est une poétesse surréaliste, essayiste. Pour moi, c'est un peu la grande penseuse de la radicalité en art. C'est une très grande spécialiste de l'œuvre du Marquis de Sade, notamment, mais aussi de tout un tas de choses. Si vous ne devez lire qu'une seule chose pour commencer, moi je vous conseille, c'est un tout petit bouquin qui s'appelle Perspectives dépravées. Et l'autre bouquin qui est peut-être son plus important, qui s'appelle Du trop de réalité. Peut-être lisez celui-là, si vous ne devez en lire qu'un, et que pour commencer, comme ça, lisez Du trop de réalité. Et comme ça, on en discutera. Moi, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Du coup, alors, Brecht, mais parce qu'on va en parler tout le temps, donc du coup, je ne vais pas vraiment le présenter, je vais le présenter au fur et à mesure, mais tout ce que je vais dire s'inscrit, vous allez un peu le comprendre, dans le sillon de ce que Brecht a pensé du théâtre et a imaginé du théâtre. Dans les livres à lire sur Brecht, des livres à lire sur Brecht, je vous en conseille un, c'est Brecht et la méthode de Frederick Jameson, d'accord? Donc Brecht et la méthode de Frederick Jameson. Le deuxième, c'est Essai sur Brecht de Walter Benjamin. Mais notez, et puis au pire, vous ne lisez pas. Mais moi, ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus, parce que pour moi, je ne citerai que 4 livres, on va dire, de toute l'année. C'est ces 4-là. Et de lui, lisez Le Petit Organon, s'il faut commencer par quelque chose, voilà. Bon, voilà pour la partie un peu bibliographie. Du coup, je m'excuse si ces gens m'entendent. Bon, Brecht, il est mort, mais Olivier Neveu et Annie Lebrun sont encore vivants, donc du coup, voilà, je ne vais pas les citer à chaque fois, mais sachez qu'ils sont un peu partout. Voilà pour la partie bibliographie. Alors, on avait commencé la toute première saison, en quelque sorte, de ce séminaire de dramaturgie sur le premier pilier de notre art du spectateur, où on s'est dit que face à une œuvre d'art, mais face à n'importe quoi, en fait, face à nous devons nous poser comme question à quoi ça sert.
à quoi ça sert, c'est-à-dire poser la question de manière frontale et de manière complètement simple de « mais là, ce qu'on fait là, ce que je vois, à quoi ça me sert? À quoi ça me sert pour moi maintenant? À quoi ça me sert pour moi demain ?» Mais l'idée, c'est de poser cette question-là et d'essayer d'y répondre. Peu importe après ce qu'on trouve comme réponse, hein, mais c'était un peu comme ça qu'on avait en quelque sorte entamé le séminaire de dramaturgie. Donc c'est une question de Brecht, hein, et la question de Brecht, elle a une espèce de sous-texte qui est le « à qui ça sert ». D'accord ? Donc c'est non seulement à quoi ça sert, mais c'est aussi à qui ça sert. Et là, on avait commencé à s'intéresser à tout un tas d'exemples, hein, tout un tas d'œuvres, et une des œuvres qui a été intéressante pour nous, parce qu'elle a commencé un peu à nous permettre de faire une espèce de classification ultra-binaire entre Brecht d'un côté et pas Brecht de l'autre, c'était Intouchable. Donc c'est le film de Toledano et Nakache. Est-ce que tout le monde a vu Intouchable? Où je fais une espèce de... Oui, ça va, c'est bon, tout le monde voit, tac, tac, tac. Ok. Mais très rapidement, je vais quand même, parce que c'est intéressant toujours de le redire. Intouchable, c'est l'histoire, en 2 mots, de un personnage joué par François Cluzet, qui est une espèce d'aristo de la bourgeoisie très cultivée, parisienne, du centre parisien. Omar Sy joue un peu le cliché du jeune de banlieue qui essaye d'avoir des allocs. Ils ont une rencontre, ils ont une amitié, et le film raconte en quelque sorte cette amitié qui outrepasse en gros les classes sociales. D'accord ? Et une des fractures sociales les plus importantes de notre société à nous, de notre présent, qui est en gros la classe sociale de Paris vs ses banlieues. Ok ? Bon, la question de Brecht de à quoi ça sert, à quoi sert Intouchable, à quoi sert ce film, la première chose, c'est déjà nous réconforter. Hein, la première chose, c'est nous réconforter, nous rassurer sur la nature foncièrement bonne de l'espèce humaine qui est capable, malgré les différences, malgré les fractures sociales, malgré les inégalités, les injustices, malgré tout ça, à s'aimer. Donc il y a quelque chose de foncièrement, on va dire, rempli d'espoir. Hein, dans cette fable. Donc la première chose qu'elle nous amène, c'est évidemment ce sentiment très fort d'être rassuré par rapport à la nature foncièrement bonne de l'espèce humaine. Mais Brecht va plus loin et nous dit, mais qu'est-ce que ça fait par rapport à la société? Et même, il va aller encore plus loin, est-ce que ça nous aide à penser le changement par rapport à notre société? Le constat d'Intouchable, c'est il y a une fracture sociale, il y a des inégalités, il y a des injustices, qu'est-ce qu'on en fait? Le film ne nous aide pas à penser le changement de cette société, mais nous aide à l'accepter. Et cette différence-là est une différence pour nous qui était centrale. Hein, c'était il y a 2 ans, mais l'émotion est encore là. C'était une différence centrale entre les fables qui vont servir à nous aider à regarder la société. Intouchable est là pour nous faire passer la pilule, en quelque sorte, des injustices sociales, nous aide pas à penser la lutte, nous aide pas à penser les injustices, nous aide pas à nous indigner, à nous insatisfaire. Elle nous aide à outrepasser les injustices de notre société pour sortir de cette salle de ciné en se disant « Non mais en fait, notre réalité n'est pas si pire que ça. Notre société n'est pas si pire parce qu'on est capable de l'amitié. » Parce qu'on est capable de l'amour et que tant qu'on sera capable de rire ensemble, eh ben la société est super. Utilité de l'art, qu'on va très vite appeler conservateur, hein, en ce qui concerne Brecht. Ah oui, mais là, mais je peux mettre... je vais mettre conservateur quand même si c'est un peu trompeur. Hein. Donc nous, on était un peu arrivés en se disant, les œuvres conservatrices, ce sont des œuvres qui nous aident à accepter la réalité telle qu'elle est. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'elle nous aide, c'est une sorte de baume au cœur. D'accord ? Bon, première idée assez simple. En face, il y a l'art qu'on va appeler l'art progressiste, mais vraiment par raccourci, qui est un art qui nous aide à penser, déjà qui nous plonge dans un sentiment de profonde insatisfaction par rapport à la réalité, d'accord ? Donc, première chose. Et deuxième chose, qui nous aide à penser le changement. D'accord, qui est l'idée un peu centrale, qui nous aide à penser le changement de cette société, qui nous donne des affects constructifs par rapport à son changement. Donc l'idée brechtienne, son utilité, c'est véritablement non pas de nous aider à accepter la réalité, ni même de la voir, mais de la changer. C'est son utilité. D'accord ? Bon, on a mis 1 an pour dire ça, voilà, ne nous jugez pas. Ça, c'était un peu le premier pilier, le à quoi ça sert, d'accord ? Et à qui ça sert?
Derrière chaque œuvre, il faut se poser cette question parce que les œuvres ne sont jamais là juste pour le rire, juste pour la distraction. Il y a toujours derrière, selon Brecht, une idéologie, c'est-à-dire un discours, une vision du monde, quelque chose qu'on essaie de nous dire, de nous faire passer, qui nous renseigne sur l'utilité de l'art. Le discours de l'art, mais on n'a pas besoin de finalité, l'art il est beau en soi et ça nous suffit, niet, en tout cas ça ne sera pas pour ici, d'accord ? Deuxième pilier, donc on arrivait à cette question et puis on s'est dit, mais alors du coup, à l'aune de quoi pouvons-nous, donc ça c'est la deuxième année, à l'aune de quoi devons-nous juger les pièces de théâtre que nous voyons ? Brecht a une réponse qui est assez simple, les pièces de théâtre ne sont pas jugées à l'aune du théâtre lui-même, elles sont jugées toujours à l'aune de la réalité. Les pièces de théâtre ne sont jugées qu'à l'aune de la réalité. Ça veut dire que nous allons essayer de définir et de comprendre cette expression d'un théâtre à la hauteur des circonstances. Ça, c'était le deuxième pilier. Oui. À l'aune de, c'est comme si on te donnait... tu juges la beauté de quelqu'un à partir de tes goûts et des canons de beauté. Donc, à l'aune de tes goûts et des canons de beauté, tu vas juger quelqu'un. Là, on a une place de théâtre, c'est à l'aune de notre réalité, c'est-à-dire de notre société, des circonstances, de l'actualité. Comment ? Oui, plutôt à l'aide de. En fait, la question, c'est de se poser, c'est à l'aide de quoi nous allons pouvoir juger les pièces de théâtre ? À quel point on pourra, grâce à quoi nous allons pouvoir voir une pièce de théâtre et nous dire non, cette pièce-là, elle est dégueulasse, ou en tout cas, non, elle est horrible, non, ou en tout cas, c'est génial, c'est super enthousiasmant. À l'aune de quoi on peut dire ça ? C'est-à-dire grâce à quoi ? Qu'est-ce qui, en nous, qu'est-ce qu'on a en commun, nous, pour dire et pour arriver à dire cette pièce-là, elle est super. Brecht, il dit, ça, il faut que ça soit la réalité. D'accord ? Alors, on va essayer de creuser. Donc là, c'était un peu la deuxième saison, en quelque sorte. On était parti du constat que Brecht et l'œuvre de Brecht étaient particulièrement contradictoires. Brecht a passé sa vie à faire des théâtres différents, à défendre des idées différentes, à changer d'œuvre. Il y a toujours un Brecht pour taper sur un autre Brecht, et ainsi de suite. Pourquoi Brecht a-t-il eu autant de vies différentes, autant d'œuvres différentes ? C'est parce que les circonstances ne sont pas les mêmes, parce que l'Allemagne des années 20 n'est pas la même que l'Allemagne des années 30. Que l'exil avant la Seconde Guerre mondiale n'est pas pareil que l'exil pendant la Seconde Guerre mondiale, que le retour en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale n'est pas pareil, etc., etc. Si les circonstances changent, le théâtre doit changer. Ça, c'est quelque chose de très important. Et la donnée première, puisque c'est un marxiste, la donnée première, c'est toujours la réalité. Qu'est-ce que tu vois de la réalité ? Et en fonction de cette réalité, savoir de quel théâtre avons-nous besoin ? Cette chose-là est particulièrement importante. On a essayé vraiment de creuser ça en une année, mais parce que pour moi, elle est assez majeure. Ça sous-entend quelque chose d'assez profond, qui est que le théâtre doit toujours être plongé dans une forme de crise pour l'obliger à se défendre et à rendre des comptes face à la réalité. Et il y a des circonstances où le théâtre est profondément inutile et doit être abandonné pour que d'autres choses soient faites. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose d'essentiel. Le théâtre n'est pas utile de toute éternité, ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans les cieux et qui n'a de compte à rendre à personne. D'accord ? On avait vu des exemples, notamment pendant la guerre civile espagnole. Si ça vous intéresse, je vous encourage, parce que pour moi, ça a été assez important. On avait vu deux exemples. On avait vu un premier exemple qui était une artiste, donc du coup une artiste espagnole qui s'appelle Irene Falcón, qui avait une compagnie de théâtre et qui, au lendemain de la tentative de putsch de Madrid par le général Franco, abandonne le théâtre et décide de prendre les armes. Elle ne pouvait pas imaginer de théâtre à la hauteur des circonstances. Point barre. Un autre exemple, c'était César Arconada, qui était une espèce de petit marionnettiste qui faisait des pièces de marionnettes, d'un répertoire qui n'avait rien à voir avec les circonstances. La guerre arrive, la guerre advient, il continue, il décide, donc il a un moment de battement, et il décide de hisser son théâtre à la hauteur des circonstances. En faisant quoi ? En y intégrant des prologues, des intermèdes et des épilogues, qui permettent de faire frotter son répertoire qui est assez poussiéreux, son répertoire en plus de ça assez catho, etc. Donc un répertoire qui est assez poussiéreux avec l'actualité. Et en fait, l'effort de Arconada pour nous était un peu un signe. Le théâtre, en fait, le but de ces artistes et des artistes qui nous intéressent,
ce n'est pas de partir du théâtre et d'essayer de faire en sorte que la réalité arrive jusqu'au théâtre. On avait pris l'exemple de Stéphane Braunschweig de l'École des femmes et de MeToo. Donc je vous renvoie un peu à cette manière-là, c'est-à-dire le point de départ, c'est Molière. Et la question de Braunschweig, c'est comment rendre Molière actuel. Donc je pars du théâtre et j'arrive et je fais en sorte que MeToo arrive jusqu'à la parole prophétique de Molière. Là, ce sont des gens qui font le truc inverse, c'est qui partent de la réalité, d'accord ? Ça, c'est leur point de départ, et qui essayent de hisser le théâtre vers cette réalité-là. Et s'ils n'y arrivent pas, ils arrêtent. Hein ? Ça, c'est très important. Ça va vite, hein, ça va ? Mais c'est limpide, c'est limpide. Ah là là, est-ce que j'ai oublié un truc ? Non, je crois pas. Je sais qu'il y a la caméra qui tourne, que donc du coup il y a des clips sur YouTube. Je ne sais pas à quel point c'est possible de suivre, à quel point c'est intéressant de suivre. Si c'est bien, il y a grosso modo c'est bien, faites ça si ça vous intéresse. Moi je trouve que l'année dernière, le passage sur la guerre civile espagnole ont été, pour moi en tout cas, ont été assez importants. Donc je vous encourage à regarder. On arrive à notre troisième pilier, qui est celui qui va nous occuper Ouais, dis-moi. Comment ? Il s'appelle César Arconada. Alors, ce qui est très chiant, c'est que Arconada n'est publié qu'en espagnol. Voilà. Arconada. Comme ça s'entend. Et il a fait, par exemple, Arconada, il a fait une autre pièce qui est absolument sublime, qui s'appelle La Conquête de Madrid, qu'il a écrite juste avant, en fait, la victoire par Franco du siège de Madrid. Bon. C'est cette pièce qu'on avait étudiée. Troisième pilier, cette année, j'ai mis du temps à trouver le titre, mais je l'ai. C'est cette question. On va s'intéresser, le troisième pilier en quelque sorte, hein, ça ne veut pas dire que les deux autres sont dépassés, hein, ça veut dire que les deux autres nous ont permis d'arriver un peu à ce troisième pilier, les trois se complètent un peu. Mais en tout cas, ce sur quoi on va s'intéresser cette année, c'est essayer de comprendre ce que seul le théâtre peut. Alors, il y a deux questions en fait là-dedans. Pareil, c'est Brecht, tout ça, hein, mais il y a deux choses là-dedans. La première chose, c'est la question de que peut le théâtre. Et là-dessus, ne pas nous mentir, hein, être assez lucide sur ce que peut faire le théâtre. Le théâtre ne peut pas remplacer un mouvement politique. Le théâtre ne peut pas faire advenir je ne sais quelle réalité, il ne peut pas remplacer, j'en sais rien moi, il ne peut pas faire de l'éducation, c'est-à-dire il ne peut pas remplacer les profs, il ne peut pas faire tout un tas de choses, donc en fait se poser la question en fait, des pouvoirs du théâtre, mais simplement de savoir, mais dans quel champ en fait pouvons-nous, c'est-à-dire que peut le théâtre, c'est aussi quel est son champ d'application. D'accord ? Et même là-dedans, on va aller plus loin, on va poser la question de ce que seul peut le théâtre, ce que seul le théâtre peut. C'est plus beau ce que seul peut le théâtre ou... Non, ce que seul le théâtre peut, c'est plus élégant. Ce que seul le théâtre peut, c'est-à-dire qu'il y a, moi je pense et c'est ma conviction, il y a des idées proprement théâtrales, il y a des choses que le théâtre peut faire que le cinéma ne peut pas faire, et il y a des choses que le théâtre peut faire que le roman ne peut pas faire, et ainsi de suite. L'idée c'est pas de montrer que le théâtre c'est le plus fort, hein, ni même d'essayer de définir essentiellement ce qu'est le théâtre, c'est plutôt d'essayer de se poser la question, toujours, hein, du point de vue de sa capacité, c'est-à-dire d'avoir un regard assez lucide sur ce que peut, en l'occurrence, l'art qui nous préoccupe, hein, et d'avoir des réponses. Mais je dis ça parce que moi j'y ai pensé, mais parce que je pense que la plupart le savent, mais en ce moment c'est la dernière de Par Autant, la dernière en tout cas au T2G, qui est le spectacle du Théâtre du Radeau, qui est une compagnie qui avait été créée et dirigée pendant très longtemps par François Tanguy. Une des questions que je me suis posée en voyant ce spectacle, c'est qu'est-ce que nous allons plus voir avec la fin du Théâtre du Radeau? Qu'est-ce que nous n'allons plus voir? Et la chose, moi, qui m'a paru en tout cas la plus émouvante, mais même par rapport à d'autres grandes œuvres, hein, c'est qu'il y a des choses que le théâtre pouvait faire avec le Radeau qu'il ne peut plus faire. Et en fait,
Je pense que c'est véritablement ça, ce qui a été élargi d'une certaine manière. C'est que c'est une œuvre qui nous a aussi renseignés sur ce que le théâtre pouvait faire. J'en ai tiré un peu une sorte de modus operandi, comme on dit pour cette année. On a 6 séances, et pour chaque séance, je vais essayer de tirer, à travers chaque geste, on va dire, théâtraux, qui me semble à moi, évidemment c'est subjectif, je vais essayer de tirer en quelque sorte des traits qui, selon moi, nous renseigneraient sur ce que seul le théâtre peut. Mais en fait, pour le dire encore plus simplement, il y a plein de pièces de théâtre que je trouve tout à fait sympathiques et qui, selon moi, ne reposent pas sur cette chose-là. C'est-à-dire ne reposent pas sur une chose que le théâtre peut vraiment. Généralement, on est toujours un peu à côté, ou alors on le prend un peu à la marge, ce que peut le théâtre. Et par exemple, j'en sais rien, moi, faire une morale ou donner un peu une morale, comme quoi la pédocriminalité, c'est pas ouf, un truc que la télévision peut faire, et même mieux, ça, typiquement, c'est pas un truc que le théâtre peut faire. Ou en tout cas, ce n'est pas un truc que seul le théâtre peut faire. Donc ça n'empêche pas que le théâtre puisse le faire. Et c'est même par moments sans doute bien. Il y a même de grandes œuvres, à mon avis, qui ont comme ça des morales. Mais en tout cas, pour moi, comme ça ne repose pas sur quelque chose qui est propre au théâtre, qui lui est singulier, le théâtre perd un peu son intérêt. Et j'aurais beaucoup de difficultés à répondre à la question, mais alors à quoi ça sert? Ouais? On se lance? Ça va? C'était speed, c'est speed. « 19h58, on peut faire une petite pause? Non, je rigole. Alors, aujourd'hui, séance 1, la notion qu'on va essayer de creuser, que je vais essayer de mettre en valeur, sur laquelle on va essayer en fait de voir à quel point cette chose-là a de la force au théâtre, c'est la notion d'écart. Je vais l'écrire quelque part. Moi, je vais l'écrire vers Brecht. Allez. Hop. Ok. Je l'écris là, mais je lui donne de l'importance parce que c'est un peu la notion qu'on va essayer de comprendre et que je vais essayer en tout cas je vais essayer de lui donner un peu toutes ses forces et tout son intérêt. À travers une œuvre qui est une pièce de théâtre qui s'appelle Mystère Bouffe de Dario Fo. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Mystère Bouffe un peu? Ouais. Ok. Dario Fo est un acteur, metteur en scène, auteur italien qui a beaucoup travaillé avec Franck Aramé, qui était aussi sa compagne, dans un groupe théâtral qui s'appelle La Comune, qu'ils ont créé juste après avoir fait beaucoup de théâtre bourgeois pas très intéressants. Il créait donc du coup à la toute fin des années 60, un post-68, ce groupe théâtral à l'aide du Parti communiste italien, qui à l'époque était, je sais, une très belle force politique. Et donc ils parviennent à lui donner en quelque sorte, on va dire, son indépendance. Et là, Dario Fo et Franck Aramé s'intéressent à des formes théâtrales populaires. D'accord ? À toute forme théâtrale populaire et veulent renouer avec un art politique, un art militant, au plus proche de l'art populaire. Ils s'intéressent à beaucoup de choses et Dario Fo s'est notamment intéressé à partir de là de ce qu'on va appeler, nous, l'art du jongleur, donc qui est un art de comédien en quelque sorte, en tout cas une figure du théâtre du Moyen-Âge qui était présent en Italie, en France, en Espagne. Et notamment à des formes théâtrales, donc au Moyen-Âge, qui s'appellent les mystères bouffes. Alors, pour comprendre ce qu'est un mystère bouffe, il faut comprendre ce qu'est un mystère. Les mystères, en gros, dans le Moyen-Âge, je vais le faire vraiment à la louche, il n'y a pas besoin voilà. À la louche, au Moyen-Âge, il y avait des représentations théâtrales, d'accord, donc payées par l'Église, parce que la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire. Donc il fallait trouver une manière pour que, voilà, on leur donne la bonne parole biblique. Et donc, ils commandaient des pièces théâtrales qui étaient appelées donc, du coup, des mystères, qui racontaient les différentes périodes de la vie de Jésus, dans des mentions qui sont des espèces de scénographies assez réalistes, des différents passages. Et ces mystères étaient donnés sur la place publique, c'était quelque chose de très populaire. Tout le monde connaissait les mystères.
Ça va, c'est facile. Hein. Et puis, il y a eu une espèce d'excroissance, une espèce de version un peu bouffonne, une version grotesque, dirait Dario Fo, de ces mystères qui ont commencé à se développer, c'est-à-dire que le peuple a commencé à s'emparer des différents personnages de la Bible, d'accord, de ces différents bouts, et il les a fait un peu à sa sauce. Non seulement il les a ouverts, il les a éventrés, mais il les a mis aussi à d'autres fins, il a raconté d'autres histoires avec, et il a ainsi exploré l'intégralité de la Bible, de ses rapports de force, hein, etc., mais un peu comme un jeu d'enfant, c'est-à-dire un jeu avec différentes facettes, etc. Et ça a donné lieu évidemment à un théâtre extrêmement populaire, un théâtre farcesque, hein, qui détournait les figures du pouvoir hein, pour s'en moquer. D'accord ? Mystère Bouffe est un spectacle qui prend d'abord la forme d'un exposé sur ces représentations théâtrales-là. D'accord ? Donc, Mystère Bouffe, c'est une pièce de Dario Fo. Dario Fo, il est tout seul sur scène. D'accord ? C'est un spectacle qui fleuve, hein, qui dure un peu plus de 3 heures, et puis après, il y avait des débats. Donc, il faut imaginer une espèce d'expérience théâtrale comme ça, où tu es juste avec Dario Fo pendant quasiment 5 heures. Hein. Et ça commence de manière assez curieuse par un exposé sur cette tradition théâtrale. D'accord ? Et puis, petit à petit, il commence à interpréter, d'accord, donc du coup, des scénettes ouais, de ce répertoire de Mystère Bouffe. On va lire, c'est des larges extraits, on va lire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent un peu une âme de Dario Fo, une âme un peu de... Je pense que ça a un intérêt si quelqu'un veut... Ouais ? Ouais ? Ok. Ah oui, bien sûr. Ouais, tout le monde a des textes ? C'est clair cette histoire de mystère et de Mystère Bouffe. Ça va ? Ouais, ça va ? De toute façon, il va le réexpliquer là, Dario Fo. Ouais. Bah non. Mais si tu veux, tu pourras faire la deuxième partie, si tu veux. Alors, donc, première page, il y a des illustrations comme ceci, hein, qui sont des illustrations qui, à l'époque hein, du spectacle, étaient projetées, étaient données, etc. D'accord ? Donc ce sont des illustrations, et le texte commence sur l'autre feuille ici, qui commence avec le petit encart qui ne se voit plus du tout, là, où ça commence par voir la photographie numéro 2, du coup, de la page 39 du bouquin. Tu vois ou pas ? Le texte, il commence par voir la photographie numéro 1, et nous, ça commence par ça là, photographie numéro 2. Et ça commence par des diables, des sorcières et un moine de passage. Est-ce que tout le monde voit ce... Non, il n'y a que ces 3 photos-là qui vont nous intéresser. Ouais, voilà. Ok. Alors, la photographie numéro 2 dont il est question, c'est la photographie numéro A, qui est ici, là. D'accord ? Donc c'est celle qui est en haut à gauche, là. Ça va, tout le monde voit ? Ouais ? C'est un magnifique montage qui est fait par Céline. Merci beaucoup, Céline. Mais non, mais merci, c'était... Ouais. Et quand je lève le bras, on s'interrompt et voilà. C'est parti. C'est bon, tout le monde voit ? Ouais ? Tout le monde a les 2 sous les yeux ? Ok. Allons-y. Des diables, des sorcières et un moine de passage, très décoratif. Notez bien notre détail. Ils ont tous des instruments à faire du bruit, parce qu'il était essentiel pendant ces fêtes de jouer à faire du vacarme, du tapage. Celui-ci a même un siuchi. Je ne sais pas comment ça se prononce. Oui, voilà, chuchué. Ou tout autre nom qu'on donne à cet instrument anal. Ce sont des membranes de cuir souple qui, pressées et tirées, lâchent des paix épouvantables. Il y a un autre ici qui a la jambe levée. Il n'a pas besoin d'instrument, il le produit lui-même le bruit, lui. C'est un naturaliste. Ces autres, ici, émettent d'autres sons. Ces personnages masqués se réunissaient sur la place
lesquels il y avait des marchands, des empereurs, des usuriers et des banquiers, ce qui revient au même. Il y avait aussi des évêques et des cardinaux. Je n'ai jamais compris pourquoi. Au Moyen-Âge, on mettait les évêques et les cardinaux avec les puissants et les patrons. Ce sont des comportements tout à fait particuliers que nous ne sommes pas allés vérifier. Naturellement, c'était des faux évêques, de faux riches. Qui sait pourquoi? Les vrais riches ne consentaient pas à jouer avec le peuple. C'étaient des gens du peuple qui se déguisaient. On organisait une espèce de procès, plutôt violent, à base d'accusations bien précises. Tu as fait ceci, tu as exploité, tu as volé, tu as tué. Mais le moment le plus passionnant était le final. C'était une espèce d'enfer dans lequel on est précipité. Un enfer avec des marmites feintes, pleines de feintes, d'huile bouillante, avec des massacres, des écorchements pour tous ces riches, ces seigneurs. Les riches, les vrais, restaient chez eux ces jours-là, parce que venaient-ils à passer dans la rue. Allez, prends ça. Oh, pardon. Je croyais que vous en étiez un fou. Et donc, pour éviter d'être pris pour de faux riches, ils restaient chez eux enfermés. On dit même, c'est un grand historien qui le dit méchamment, Bloch, ce Français d'origine alsacienne tué par les nazis parce qu'il était communiste. Bloch affirme que, sans aucun doute, les persiennes à imposte ont été inventées à ce moment-là pour permettre aux riches de regarder ces manifestations de la place sans être vus d'en bas. Tous ces gens, ces jongleurs, ces bouffons, à la fin de la fête, entraient dans l'église. L'église du Moyen-Âge respectait le sens originel de l'ecclésia, c'est-à-dire lieu de réunion. Eh bien, ils entraient dans ce lieu de réunion à la fin des 8 ou 11 jours, le temps que durait cette mascarade qui avait lieu en décembre, et continuait la tradition des fêtes décennines, du carnaval des Romains. Ils entraient donc, et les attendant au fond de l'église, dans le transept, il y avait l'évêque. L'évêque se dépouillait de tous ses ornements et les offrait au chef des jongleurs. Le chef des jongleurs montait en chair et commençait à faire une homélie, un prêche, exactement le ton des prêches de l'évêque. C'est-à-dire qu'il en faisait une imitation. Pas seulement l'imitation d'éthique, des formules, mais de tout le discours de feu. Il dévoilait en somme tout le jeu de la mystification, de l'hypocrisie, le jeu du pouvoir. Et les jongleurs étaient si habiles, surtout dans l'art de singer les formules hypocrites et paternalistes, qu'à ce qu'on raconte, Saint Zénon de Vérone, quelqu'un de très bien, ceci dit, fut si bien moqué par un jongleur, si bien imité, que 6 mois durant, chaque fois qu'il essayait de monter en chair pour prêcher, il ne pouvait aller jusqu'au bout. Après les 3 ou 4 premières réparties, il se mettait à bégayer et s'en allait. Il arrivait qu'il commence ainsi. Mes chers fidèles, moi qui suis ici votre humble berger, je vous appelle, et tous en bas de ricaner. La pauvre brebis, mais alors le pauvre homme, tout confus, était obligé de s'en aller. Maintenant, sur cette autre photographie, on voit 2 personnages. Alors là, c'est la photographie qui est donc du coup tout de suite à droite. Donc vous voyez, c'est les deux flics, quoi, les deux. Vous voyez? Ouais. Ça va ou tu veux passer le relais? Ça va? Ouais. Tu passes le relais. Ben, tu verras, il y a une partie, il y a une autre partie après. Ouais, continue. Voilà, c'est ça. Ce sont 2 mythes. Il s'agit de la reproduction du mosaïque qui se trouve à Saint-Ambroise, à Milan. C'est un morceau du pavé en mosaïque de Saint-Ambroise. Et moi-même qui ai travaillé à faire des relevés quand je faisais architecture, je n'avais jamais remarqué ce merveilleux morceau de mosaïque. Ce sont 2 jongleurs déguisés en milites. Et cela se voit au caractère théâtral de leurs gestes. Les milites étaient pris pour cible assez souvent, parce que, aussi bien qu'ils étaient ceux que le peuple détestait le plus. Appartenaient aux milites ces professionnels de l'ordre établi que nous appelons aujourd'hui officiers
Dipsonomie. Dipsonomie, maladie qui frappe souvent les officiers de police et les commissaires. Cette propension qu'ils ont, pendant les interrogatoires, à se tromper en donnant des indications. Ils sont tellement pris par le mouvement, tellement agités dans leurs gestes, que la gauche devient la droite et la droite la gauche. D'où le fait qu'ils disent « Eh bien, sortez, la porte est par là », en indiquant la fenêtre. Ce phénomène s'est vérifié plusieurs fois. Alors là, je t'interromps parce qu'il faut un tout petit peu clarifier. Donc là, c'est une allusion directe que fait Dario Fo. Donc on est au tout début des années 70 et il sort d'une pièce qu'il a écrite avec Franck Caramé qui s'appelle « Mort accidentelle d'un anarchiste », qui elle-même est inspirée d'un assassinat politique qui a réellement eu lieu. Donc c'est un anarchiste, Giuseppe Pinelli, qui se fait tuer dans un commissariat par des commissaires. D'accord ? Et il se fait jeter par la fenêtre. Donc du coup, je ne sais plus de quel étage. Donc c'est une référence directe, évidemment, à un fait qui a fait grand bruit, puisque Giuseppe Pinelli était interrogé pour un attentat qu'il n'a pas commis, c'était les fascistes qui l'avaient commis, mais en gros c'était un peu le milieu anarchiste de l'époque qui avait été accusé à tort par la police. Et donc du coup ce commissaire qui maintenant on le sait de manière quasi certaine, a donc du coup pousser ce jeune anarchiste par la fenêtre. D'accord ? C'est un fait qui avait énormément marqué la gauche italienne à l'époque, et donc du coup auquel il fait référence là. Ouais ? C'est pour que comme ça vous puissiez un peu savourer, malgré évidemment les distances, les différentes couches qui sont importantes. Ok, on continue. À propos du fait de plaisanter sur des choses très sérieuses, dramatiques, un camarade hier, un avocat, m'a écrit en me disant que ses allusions à des événements récents qui finissent dans un éclat de rire lui avaient fait mal. Eh bien, c'est exactement ce que nous voulions. C'est-à-dire faire comprendre que c'est cela qui permet et qui permettait, car c'est bien dans la tradition du joueur, à l'acteur du peuple de toucher les consciences, d'y laisser quelque chose d'amer et de brûlant. L'allusion au bûcher est totalement due au hasard. Si je me contentais de raconter les ennuis des gens sur le mode tragique, en me plaçant d'un point de vue rhétorique, ou mélancolique, ou dramatique, du point de vue traditionnel ou parallèle, j'amènerais les spectateurs à s'indigner. Un point, c'est tout. Et tout cela qui serait sur eux, immanquablement, comme de l'eau sur les pluies. Un canard ne resterait rien. Je me suis permis cette parenthèse parce que revient très souvent cette question indignée du pourquoi rire de choses aussi sérieuses. C'est justement le peuple qui nous l'a appris. Rappelons-nous, au sujet du peuple, ce que Mao Tse-tung dit de la satire. Mao Tse-tung. Il dit que la satire est l'arme le plus efficace dont le peuple a disposé pour comprendre par lui-même, à partir de sa propre culture, quelles sont les distorsions et les malversations des patrons. Continuons avec les photographies. Cette image nous montre une autre... Donc la suite, c'est en bas. D'accord ? Je vous en ai mis qu'une. Notre représentation sacrée dramatique. Cette fois, les grotesques même. Ouais, bien sûr. C'est une représentation dans les Flandres vers 1360. La date est indiquée sur le dessin. Regardez ici. Il y a une femme avec un agneau dans les bras. Je vous fais remarquer cela parce que vous le retrouverez dans une partie de la représentation du massacre des innocents. C'est une des pièces qui va jouer ensuite par la suite. Mais ça, c'est pas la partie qui nous intéresse. La photographie numéro 5 faite comme si c'était la même chose. Continuons ici une autre image assez importante, et c'est à Anvers en 1465, exactement un an avant l'édit de Tolède. L'édit de Tolède est celui qui a interdit définitivement au peuple de représenter des mystères ouf. Et cette image suffira pour que vous compreniez la raison de cette interdiction. Regardez, ici, on voit Jésus-Christ, un acteur qui représente Jésus-Christ. Ici, deux sbires. Ici, on voit un crieur public, un acteur aussi bien entendu, et le peuple en dessous, qui réagit, qui répond à la réplique du crieur. Et que dit-il, le crieur? Il crie. Lequel voulez-vous sur la croix? Jésus-Christ ou Barabbas? Et dessous, tout le peuple répond en criant Jean Gloubert, lequel était le maire de la ville. Vous comprenez bien qu'une telle ironie
si peu discrète, si discrète, ne faisait guère plaisir aux mères, si directe, ne faisait guère plaisir aux mères ni à ses amis. Et voilà pourquoi l'on commença à se dire, on ne ferait pas aussi bien de les interdire. Merci. Ok, donc tout de suite, on va en rediscuter, hein. Il y a beaucoup de choses déjà qui se sont dites. Faut savoir que tout de suite après, donc du coup, cette partie assez didactique, hein, assez historique, il y a une succession de scénettes, d'accord, où il met encore plus en pratique, hein, même si là il le met déjà, l'art du jonglage. L'art du jonglage avait cette particularité, donc on jongle non pas avec des balles, hein, mais on jongle avec des personnages. Il n'y a qu'un seul acteur sur scène qui doit très rapidement être capable de changer de personnage et de les garder. Donc du coup, on va faire ce défi, si tu le veux bien. Toi là-haut. Donc ton défi, c'est de jongler. L'insurrection de Lazare qui est derrière, donc du coup c'est une des courtes scénettes. Ouais. La résurrection de Lazare, tu vois. Et à chaque tirée, c'est un personnage différent. Et c'est la même personne, hein, du coup c'est l'acteur, c'est le jongleur qui est censé, hein, donc du coup incarner la multitude, la multiplicité de ces personnages-là. Il y en a beaucoup, il y en a je pense une trentaine. L'idée... Oui, mais après il revient. Par exemple, tu vois, au début ils sont juste 2. Donc tu commences avec 2. Non mais après, de toute manière, tu vas t'emmêler un peu les pinceaux. L'idée, c'est qu'on essaye qu'on voit à quoi ça ressemble. L'idée, évidemment, aussi, c'est de se dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui fait tout ça, d'accord ? Et c'est simplement pour qu'on ait un exemple en tête. Tu essayes, c'est pas... Tu peux changer ta voix, ça aide. Excusez-moi, c'est bien là le cimetière où on doit faire la résurrection de Lazare? Oui, c'est ici. Ah bon? Minute, c'est 10 sous l'entrée. 10 sous? Mettons 2 sous. 2 sous, mon Dieu, et pourquoi? Parce que je suis le gardien du cimetière et que vous entrez et me salissez tout. Vous m'abîmez les haies, vous piétinez l'herbe et je peux être dédommagé de fouler toute la carte et les dégâts que vous me causez. 2 sous, vous ne verrez pas le miracle. Bon, tu m'as l'air d'être encore mal à toi. Ça fera 2 sous pour vous aussi. Ça m'est égal si c'est des enfants, eux aussi, qui le regardent. Bon, d'accord, un demi-sou. Veux-tu descendre du mur pour rien? Il veut voir le miracle gratis, ce gars. Bon, malin. Ici, on paye, non? 2 sous. Vous aussi, 2 sous pour entrer. Ça, c'est un malin. Il se fait de l'argent avec les miracles. Maintenant, il faut que je regarde où se trouve Lazare. Il doit y avoir son nom sur sa tombe. La dernière fois, je suis venu voir le miracle d'un autre. Je suis resté une demi-journée à attendre, et puis le miracle s'est passé au fond, là-bas. Je suis resté là comme un ballot à regarder, mais cette fois je connais le nom. Je me suis informé. Alors je trouverai le nom sur la tombe et je serai le premier. Lazare, je me mets Lazare. Je me mets devant la tombe et je veux tout voir depuis le début. Voyons, c'est Lazare. Et même si je trouvais la tombe avec écrit Lazare, je ne sais pas lire. Bon, tant pis, je devinerai. Je reste ici. J'ai pas eu de chance la dernière fois, j'espère qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ah non, il ne sait pas me pousser. Je suis arrivé premier et je veux rester devant. Non, je m'en moque si tu es petit. Les petits n'ont qu'à venir tôt le matin pour avoir une place. Malin, hein. Il est petit, alors il se met devant. On se range en escalier, les petits devant, les grands derrière, et puis le petit arrive en retard, et c'est comme s'il était arrivé premier. Pousse pas, tu vas me faire tomber dans la fosse. Et non, je ne veux rien savoir, rester derrière. Quoi? Les femmes? Voilà que les femmes se mettent à pousser aussi. Alors, chacun ou non? Il doit être l'heure du miracle maintenant. Il n'y a personne qui connaisse Jésus-Christ et qui aille l'appeler. Parce que nous, on est là depuis un bout de temps, non? On ne va pas à chaque fois attendre des heures pour les miracles. On dit une heure et une heure. Chaise. Qui veut des chaises? Mesdames, prenez une chaise. Dessous la chaise pour vous asseoir, mesdames. Parce qu'au moment du miracle, quand le saint fait sortir Lazare qui tombe debout et qui parle, qui chante et remue, vous allez avoir tellement peur que vous tomberez à la renverse. Vous irez vous cogner la tête par terre sur les pierres et vous en serez assommés, morts. Et le saint ne fait qu'un miracle, hein. Un seul par jour. Alors vaut mieux prendre une chaise dessous. Fiche, tu penses vraiment qu'à te faire de l'argent, hein? Alors il n'y a personne qui va te chercher. Poussez-vous, je veux rien savoir. Montez pas sur les chaises, il est culotté, t'as vu? Les petits se mettent debout sur les chaises. T'appuies pas sur moi, il y a la tombe. Il arrive pas. Sardine. Ils sont trop mes sardines. 2 sous les sardines. 2
dessous. Sardines grillées, elles sont bonnes. Elles font ressusciter les morts dessous. Sardines et sardines, donnez-en donc un cornet à Lazare pour se refasse l'estomac. Et toi, tu blasphèmes. Il arrive, le voilà. Qui c'est, lequel c'est? Jésus. Mais lequel? Le noir. Oh, il a un sac avec lui. Mais non, celui-là, c'est Marc. C'est Nathanaël. Lequel, le grand? Non, le petit. Ce gamin-là, celui qui est la riche. Oh, mais on dirait un gamin, mon Dieu. Regarde, il y a aussi tous les autres. Oh, et Jean. Moi, je le connais, Jean. Jésus. Qu'est-ce qu'il est sympathique, Jésus. Oh, regarde, et même la Vierge. Toute la famille est là, mais est-ce qu'il me traîne partout avec lui? Oh là là. Il ne me laisse pas aller tout seul parce qu'il est un peu fou. Jésus, il est sympathique. Il m'a fait un clin d'œil. Jésus, fais-nous le miracle des pains et des poissons, c'était si bon. Tais-toi, tu blasphèmes, reste tranquille. Silence, à genoux. Il a fait un signe pour se mettre à genoux. Il faut prier. Que la tombe. C'est celle-là. Oh, regardez, il a dit de soulever le couvercle en la pierre. Silence. À genoux, tout le monde à genoux. Allez. Moi pas. Moi, je ne me mettrai pas à genoux parce que je n'y crois pas. À d'autres. Tais-toi. Laisse-moi regarder. Non, descends de là. Descends de la chaise. Non, laisse-moi monter, je veux voir. Mon Dieu, regarde. Ils ont soulevé le couvercle. Il est mort, il est dedans. Oh, c'est Lazare, ça chlingue. D'où ça vient cette puanteur? Prénom. Alors, laisse-moi voir. Mais il est tout plein de verre, de mouches. Oh là là, il doit y avoir au moins un mois qu'il est mort, celui-là. Il est décomposé. Oh, quelle vache qui on a fait. Oh la saveur. Il n'y arrivera jamais, le mec. Je suis sûr qu'il n'y arrivera pas, il ne réussira pas. C'est impossible qu'il réussisse à faire sortir. Il est pourri. Cette blague. Non, je ne vois rien. Ils lui ont dit qu'il était mort depuis 3 jours. Ça fait au moins un mois. De quoi il va avoir l'air. Pauvre Jésus. Ok, merci. Alors, bon, beaucoup de choses à dire. Quand cette pièce a été jouée, il y avait déjà une première surprise. Je vais parler un peu de la critique très conservatrice, la critique du Figaro, qui allait voir ce spectacle. Ils ont dit deux choses qui, moi, me paraissent intéressantes. La deuxième chose, je le dirai tout à l'heure, mais la première chose, c'est de dire « mais on ne reconnaît pas là Dario Fo parce que Dario Fo n'a pas de discours politique, il ne défend pas de choses ». Il est convenu, un peu, à mon avis, de qualifier de théâtre politique, mais ça c'est Olivier Neveu qui le dit beaucoup, mais je suis un peu d'accord avec lui, de dire qu'on qualifie de théâtre politique un théâtre qui nous donne, ou qui a une opinion politique sur la réalité. C'est-à-dire que c'est un théâtre qui va nous donner un commentaire de la réalité, un jugement sûr, ou on va dire une... Ouais, c'est ça qui va essayer de nous convaincre, d'argumenter, une vision sûre. Ouais. On voit bien qu'avec Dario Fo, ce n'est pas du tout ce qui va l'intéresser. Et ça a d'ailleurs surpris beaucoup de gens, puisqu'ils se sont dit, mais attends, il est où celui qui veut nous parler du présent, de l'actualité, de la lutte, etc. Il est où le coco, etc. Ben là, ils ont été très surpris parce qu'en fait, on voit bien qu'en termes de contenu, c'est-à-dire en termes de contenu politique, il n'y a rien. Et en réalité, moi je trouve, et ça va être la conclusion tout à l'heure, mais il touche quelque chose, en tout cas, du théâtre politique qui est, à mon avis, bien plus intéressant. Donc, première surprise, pas de contenu politique. Deuxième surprise, un seul acteur sur scène. Un seul acteur sur scène qui doit faire l'intégralité, en tout cas, des rôles, avec donc du coup cet art du jonglage qui est avant tout un art, on va le découvrir, de l'oscillation. Vous avez vu que ce qui nous fait rire, ce qui va nous faire rire dans cet art du jonglage, c'est le saut. C'est le saut, c'est-à-dire cet écart qu'il va y avoir entre l'acteur d'un côté et du coup le personnage. Et le fait de sauter d'un personnage à un autre, ça va nous faire rire. Ça va nous faire rire parce qu'on va reconnaître des gens, ça va nous faire rire parce qu'il va y avoir une multitude, en quelque sorte, de galeries comme ça de personnages. Et ça va nous faire rire parce que c'est qu'un seul acteur qui fait ça. D'accord ? Dario Fo, à ce moment-là, a abandonné le dialogue. C'est important de le dire. Il a abandonné le dialogue d'un point de vue à la fois militant et assez artistique. Il se cherche beaucoup, il écrit beaucoup, il sort d'une pièce qui reste encore dialoguée, qui est Mort accidentelle, mais qui a aussi un personnage de jongleur. Lisez cette pièce, c'est incroyable. Il y a un personnage central qui est le personnage de Fou, c'est le personnage du jongleur. C'est celui qui a atteint d'histriomanie et qui ne peut pas s'empêcher que d'incarner d'autres vies. D'accord ? Donc, il abandonne le dialogue, et il abandonne le dialogue pour une raison simple, c'est qu'il dit que les dialogues ne permettent pas de jongler.
Les dialogues, au contraire, empêchent l'acteur de se détacher de son personnage, le personnage colle au personnage et la situation colle à la situation, ce qui fait que le spectateur ne peut faire qu'une chose, c'est être témoin de ce qui se passe sur scène. L'ennemi, on va dire, central dans lequel on va revenir de Dario Fo à ce moment-là, c'est aussi l'ennemi de Brecht, esthétiquement, c'est le naturalisme. S'il se moque autant des naturalistes, et il s'en moque beaucoup, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une chose qu'il ne supporterait pas, en tout cas qui pour lui est politiquement non valable, ou en tout cas non théâtrale, à discuter, on en discutera peut-être tout à l'heure, mais qui est de dire que les actrices, etc., sont là pour incarner pleinement des personnages, d'accord ? Nous donnant une situation, des dialogues reproduisant notre réalité et un public qui est amené à témoigner et à regarder ce qui se passe sur scène. Okay. Donc, première surprise et première particularité, c'est ça. Ensuite, le texte est d'une complexité assez dingue dans sa structure et dans sa logique. Première chose, vous voyez que c'est un entremêlement énorme de couches temporelles, de couches explicatives. Il y a des passages didactiques, il y a des passages sur l'actualité. C'est un texte qui résiste de l'intérieur, dans son geste même, à sa littérarité. C'est-à-dire que c'est un geste qui n'est pas là pour passer le temps comme si de rien n'était. C'est un auteur qui a beaucoup résisté à sa propre publication, c'est un auteur qui réécrivait énormément, qui adaptait énormément. On retrouve notre idée d'un théâtre à la hauteur des circonstances. Lui, son théâtre et son texte et son geste théâtral est volontairement troué de l'intérieur pour lui permettre à l'actualité d'advenir. Et il ne faisait pas la même représentation suivant s'il était des Français, des Italiens, des Indiens du Nord, etc. etc. Bon. Donc il y a quand même cette résistance-là du texte qui fait qu'il est particulièrement mouvant. Il y a plein de choses qui sautent, d'accord ? Il y a plein d'anecdotes. Et c'est un texte qui s'interrompt tout le temps. L'autre grande caractéristique de ce texte et de l'écriture de Dario Fo à ce moment-là, c'est l'interruption. C'est-à-dire qu'il n'a de cesse que de aller dans une piste et puis de s'interrompre. Vous voyez que les scénettes, là, la résurrection de Lazare est quasiment finie, il reste une demi-page, et puis après il repart dans un commentaire, donc il reprend la position, puis après il est reparti pour une autre scénette. Chaque scénette est précédée d'un prologue, suivi d'un épilogue, il y a des commentaires, etc. Il y a un critique que j'aime beaucoup qui s'appelle Bernard Dodd, qui était très important à un moment, qui a écrit dans une revue qui s'appelle Le Travail théâtral, dont on va lire la critique. Donc du coup, de ce spectacle. Donc, on va lire simplement un extrait qui va nous aider un peu à penser la particularité de cet art du jonglage. C'est moi qui vais le lire. Ah non, c'est sur les citations. Alors, c'est sur cette feuille-là. Ouais. Vous l'avez ? La matière théâtrale de Mistero Buffo est continue dans sa discontinuité même. Le sens court du passé au présent, du geste à la parole, de l'individu à la foule. Il n'est jamais complet nulle part. Il est découpé, livré en brèves séquences, tantôt parlé, tantôt mimé, séparé les unes des autres et pourtant enchevêtré. Il ne cesse de s'engendrer dans le fonctionnement multiple de cet acteur-commentateur qu'est Dario Fo. Donc là, c'est ce qu'on vient de décrire. J'y pense aussi, mais vous avez vu que dans la résurrection de Lazare, il y a non seulement des parties qui sont du récit, et des parties qui nous plongent dans une espèce de situation. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais il y a des passages qui sont repassés aussi. C'est pour dire la complexité, en tout cas. Et autre chose sur la réécriture que j'ai oublié de dire, mais que je pense est important, on ne sait pas très bien, et on ne le saura jamais, à quoi ressemblent les manuscrits originaux de ces Mystères Bouffes. Là, il en fait comme si c'était des textes qui ont été écrits. On sait qu'ils ont été largement réécrits par l'équipe de Dario Fo. Donc ce sont des textes, là aussi, sa propre écriture s'est complètement entremêlée dans cette tradition. On ne sait plus démêler en fait les choses qu'il a sues par l'oral, et même en termes de connaissances, on voit bien que c'est très flou. Quand il réagit ou quand dans ces moments de commentaires il fait vivre ce moment du crieur public, on voit bien que c'est improvisé. Est-ce que ça s'appuie sur des documents ? On ne le saura jamais. On voit bien que le vrai du faux, là, s'entremêle aussi avec une certaine aisance. L'intérêt n'est pas là. L'intérêt n'est pas de faire un cours sur les Mystères Bouffes. L'intérêt, c'est de continuer les Mystères Bouffes. Et là-dessus, c'est complètement différent. Donc évidemment qu'il inscrit son propre geste d'artiste dans cette tradition-là. Ce sont des gestes qui n'en avaient rien à foutre d'une certaine manière, du texte, de la véritable vie de Jésus, ce qui s'est réellement passé, etc. Qui au contraire réagissait, surréagissait, ajoutait, etc. Tout ce que, commentant le théâtre épique brechtien, Walter Benjamin écrivait du jeu interrompu et du gestus que l'on peut citer s'applique ici à la lettre.
Faux pratique une constante interruption. Ses gestes en demeurent suspendus. Il les regarde, les commente, en rit, les répète ou les prolonge. Qu'on se souvienne de la façon dont il montre Boniface en filant ses bagues. C'est une des scénettes. Ce qu'il cite là, ce sont des gestes d'autrefois, mais qu'il les commente, et voici que des gestes d'aujourd'hui s'y superposent, les redoublent ou les nient, les rappellent ou les effacent. Le discours théâtral naît de telles oscillations, et c'est dans ces va-et-vient, plus que dans la virtuosité du mime faux ou la véhémence du commentateur, que notre plaisir prend sa source. Là, il y a une première chose sur laquelle il faut un peu qu'on comprenne. On parle d'écart, d'accord ? On parle maintenant de va-et-vient, d'oscillation. Et dire qu'il y a un plaisir véritablement théâtral, auquel là on a le droit, qui est un plaisir qui vient non pas de l'incarnation, non pas de la reconstitution des mystères bouffes, non pas de leur, on leur a redonné, mais de la fragilité même de la représentation, de la fragilité même de cette incarnation, de notre incapacité d'une certaine manière à ne pas aller pleinement dans, en l'occurrence, là, le pape Boniface. D'accord ? Il y a quelque chose là qui naît, une émotion particulière, un plaisir particulier à ne faire qu'esquisser Boniface. Et on l'a vu avec cette scène, on n'a pas envie d'avoir, et moi j'ai vu une représentation de la résurrection de Lazare, où les gens avaient reconstitué, en fait avaient donné un personnage à tout le monde, et avaient fait comme si c'était le peuple italien qui regardait la résurrection. Mais donc du coup là on retombait dans un panneau, on n'avait plus du tout l'oscillation, ça n'avait plus aucun intérêt. Là l'intérêt, c'est de n'avoir des personnages qui ne tiennent, dont l'incarnation ne tient qu'à un geste, qu'à un changement de voix, qu'à un bruit, qu'à un mouvement, qu'à une position du corps. Et cette chose-là crée un plaisir particulier, un plaisir qui vient de l'écart, et dont on va voir et dont on commence peut-être à voir un peu l'intérêt. Par ces gestes inachevés et comme suspendus entre le passé et le présent, par ces paroles qui appellent ces gestes mais ne se résolvent jamais tout à fait en eux, Faux ne s'adresse pas seulement à l'imagination du spectateur, il met littéralement ce spectateur en mouvement. Il l'oblige à accommoder sans cesse, c'est-à-dire à faire des liens, à multiplier les points de vue et les perspectives, il le contraint au débat. Vous voyez qu'une des premières choses que ça a créé, ça permet à Dario Fo de faire des ponts avec aujourd'hui et d'obliger le public à mettre des bouts de sa réalité dans ce qui se passe sur le plateau. Mais tout en ayant cette espèce de détour, tout en ayant cette fiction assez fragile. Est-ce que ça va pour cette première partie déjà ? Parce qu'après on continue, mais ça va ? Ouais ? Je regarde si j'ai rien oublié. Mais je crois pas. Non. Si, mais juste pour... Parce que du coup, là, c'est une partie vraiment juste sur l'art du jongleur, sur l'intérêt de l'art du jongleur. En fait, moi, j'ai l'impression, et ce pourquoi Bernadotte dit, voilà, là, on a, en gros, il a intitulé cet article, c'est le geste épique par excellence, c'est le jeu, cet art du jongleur. D'accord ? En fait, il y a quelque chose qui, à mon avis, tient au fait que l'art du jongleur et ce spectacle-là de Dario Fo permet de revenir à une espèce d'étrangeté qui est cette fois-ci vraiment propre au théâtre et qui remonte là pour le coup même à la fondation même du théâtre. À l'époque de la Grèce antique, au moment en fait où le théâtre est apparu en Occident, en tout cas pour la forme occidentale, il y avait plusieurs moyens d'adresse. Le premier moyen d'adresse, c'était le poète lyrique qui arrivait avec un jeu lyrique, donc il parlait en son propre nom, il disait que des nuages traversaient sa tête et vous donnaient à voir la beauté de son vers. Bon. Ça, c'était le moi lyrique. Puis après, il y avait un deuxième mode d'adresse qui était le conteur. Le conteur qui s'avance devant vous et qui vous dit « Je vais vous raconter une histoire, il était une fois Ulysse qui prend le bateau. » Je ne suis pas Ulysse, je suis le conteur. Et puis, il y a un troisième mode d'adresse, ouais. Le premier, c'est le moi lyrique. Mais s'il t'embrouille, tu peux l'enlever, mais il était important à l'époque. Non, c'est la fin, j'essaie de conclure la première partie. J'essaie de dire en quoi l'art du jongleur permet de toucher un peu du doigt, même si c'est surtout la deuxième partie, permet de toucher un peu du doigt quelque chose que seul le théâtre peut faire.
D'accord? En parlant de cet écart, de cette oscillation, de ce va-et-vient. Donc, premier mode d'adresse, c'est le moi lyrique, c'est le poète qui vient parler de ses souffrances personnelles et du lien avec le ciel. Okay, donc ça, c'est le poète lyrique. Deuxième, c'est le conteur, comme il y en a toujours eu et comme il y en aura toujours, qui arrive et qui installe un pacte de « je suis là pour vous raconter une histoire ». Et l'histoire raconte voilà, la vie d'Ulysse, hein, Ulysse qui naît, qui fait etc. Et il y a un troisième mode d'adresse d'une personne qui arrive, qui est comme nous. On sait, il est comme nous, on l'a vu il y a 2 heures, il est aussi boulanger. Il arrive et il nous dit « je suis Ulysse, je suis Ulysse ». D'accord ? Je suis Ulysse et j'ai pris le bateau hier. Ça, c'est le théâtre. Du coup, ça, c'est l'acteur dramatique. Mais on voit bien déjà que c'est un pacte qui est très étrange, déjà de base, parce qu'il faut que des gens acceptent que cette personne-là joue Ulysse, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas Ulysse. Mais on va faire comme si. Donc on va créer une espèce de bulle, une espèce de pacte entre nous, où on va se dire qu'on donne à cette personne le droit d'incarner Ulysse le temps de cette représentation. Et puis après, selon moi, il y a un peu 2 types de spectacles théâtraux. Il y a ceux qui vont chercher à faire en sorte que cette étrangeté disparaisse entièrement. Et on voit que, par exemple, le cinéma parvient tout à fait à faire ça. On croit que Napoléon peut prendre les attraits de Joaquin Phoenix, on s'en fout. Et donc, du coup, on enlève cette étrangeté-là initiale, c'est-à-dire cette étrangeté-là initiale de « je suis comme vous, mais je vais faire comme si je joue Ulysse ». Donc, on enlève cette étrangeté-là initiale. Et puis, il y a des spectacles, comme Dario Fo, qui, au contraire, s'enfoncent dans cette étrangeté, qui s'enfoncent dans cet écart et qui ne vont jamais permettre à notre petit acteur d'être tout à fait Ulysse ou tout à fait Jésus, etc. Ok ? Et c'est cet écart-là qui est vraiment au cœur de l'art du jongleur. Le plaisir théâtral de l'art du jongleur vient de cet écart. Alors, mais maintenant, il faut qu'on arrive un peu à nos questions, à la question de séminaire. C'est-à-dire, 1, qu'est-ce que ça produit ? Et 2, à quoi ça sert cet écart ? C'est quoi son pouvoir ? On est parti. Donc là, c'est la partie 2. Est-ce que l'art du jongleur, c'est bon ? Maintenant, ça n'a plus de secret. On revient à mon critique du Figaro, je ne m'en souviens plus son nom. Il fait un article où il pense coincer Dario Fo en disant « Mais Dario Fo, toi qui veux parler des luttes syndicales, toi qui veux parler de la condition ouvrière, etc., pourquoi tu parles du Moyen-Âge ? Pourquoi ce détour ? Pourquoi même ce discours un peu métathéâtral sur une tradition théâtrale qui n'existe plus, que plus personne ne fait ? Pourquoi faire un truc qui, en effet, peut être un peu rébarbatif, avec des illustrations, avec des références, si loin de nous ? Quelque chose qui est si loin, si loin. Pourquoi ne pas parler du présent tout de suite ? Tu veux montrer les conditions ouvrières, tu veux montrer qu'elles sont injustes, etc. Vas-y, montre-nous tout de suite. Ça, c'est le critique du Figaro qui dit ça. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et on va revenir un peu à la guéguerre du naturalisme assez vite. J'ai dit que Dario Fo, comme Brecht, vont toujours faire le choix du détour. Toujours le choix du détour, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais chercher à représenter la réalité telle qu'ils la voient. C'est-à-dire de manière naturaliste. Ils ne vont jamais chercher à reconstituer sur scène la réalité. Il faut comprendre... Et Dario Fo le dit lui-même, si tu reconstitues sur un plateau de théâtre comme ceci, de manière parfaitement naturaliste, une scène qui est injuste, le maximum que tu puisses faire en tant que spectateur, c'est t'indigner. Et c'est ce qu'il dit, Dario Fo. Il dit, et en soi, il y a plein de théâtres qui font ça. Il y a plein de, en termes d'utilité de l'œuvre d'art, ça peut être ça. On s'indigne. On avait beaucoup parlé de Love, de Alexander Zeldin. Mais voilà, c'était un moment clé, un moment phare, un peu. Non, mais en tout cas, c'était intéressant aussi de se poser la question, mais à quoi nous sert l'esthétique naturaliste ? Elle nous sert à une chose, elle nous sert à nous indigner. Mais encore une fois, on voit bien que pour Dario Fo, mais ça, c'est de la popiote, c'est une petite rocambole, rien de plus, quoi. C'est vraiment, on s'en fout. T'indignes des gens, très bien, super. C'est vrai. Mais du coup, non mais là où c'est juste,
c'est que ce sont des gens qui ont toujours dit que l'esthétique naturaliste, c'est-à-dire l'utilité de l'art d'indigner les gens, est l'étape 1, en quelque sorte. C'est-à-dire que le naturalisme arrive à la fin du XIXe siècle, Zola débarque et dit les conditions ouvrières sont désastreuses, il s'agit de rendre visibles aux yeux de tous et de toutes les conditions désastreuses, etc. Bon. Mais ça, c'est l'étape 1, c'est-à-dire c'est voir la réalité. Première étape, c'est voir la réalité. Le naturalisme aura eu et a, je pense, esthétiquement, cette grande vertu de nous faire voir la réalité. Ou en tout cas, voilà. Hein. Et donc, du coup, on peut s'indigner. Devant Alexander Zeldin, on s'indigne. Hein. Mais ça ne nous aide pas à penser le changement. Ça ne nous aide pas à penser le changement. Là, on revient toujours à Brecht. Hein. On revient à cette idée de l'œuvre d'art ne doit pas se contenter de l'indignation, ne doit pas se contenter de nous montrer la réalité. D'accord ? Et il doit nous aider, et c'est l'ambition de Brecht, nous aider à transformer la réalité. Et on va essayer de voir comment Dario Fo fait ça. Donc, on revient à cette question du détour. Donc, pourquoi ne pas directement faire le truc ? C'est parce que nous cherchons autre chose. Nous ne voulons pas nous contenter d'indigner les gens. Nous voulons que les gens débattent. Nous voulons faire en sorte que les gens en sortent divisés. On a vu qu'il a fâché des camarades. Et je pense qu'il y a des camarades qui, à son époque, lui ont extrêmement voulu de Mister Bouffe. Parce que, justement, il tirait à la farce des choses qui devaient être sérieuses. Il n'y a pas pire, il le disait Dario Fo, il n'y a pas pire que les militants pour juger des œuvres d'art, mais ça, il l'a connu toute sa vie. Il a vraiment plusieurs des militants ont très mal vécu ça parce qu'ils voulaient, eux, sur scène, les conditions ouvrières. Ils voulaient des pièces naturalistes, ou en tout cas psychologiques. Ils voulaient voir du prolo qui galère, etc. Comme ça, les gens voient la dureté de la vie, etc. Bon, du coup, lui, il ne fait pas ça. Lui, il ne fait pas ça. Il nous emmène dans une autre histoire, un autre détour. Un truc qui n'a rien à voir. On ne va même pas parler d'aujourd'hui. D'accord ? On va faire comme si aujourd'hui n'existait pas. Et on va nous raconter l'histoire de cette tradition théâtrale, qui est le Mister Bouffe. Alors, pourquoi ce détour ? Première piste qu'on avait aussi lue, je pense qu'on avait vue aussi. Moi, j'aime bien faire ça parce que c'est assez clair et c'est assez mignon. C'est une piste que Brecht nous donne, mais que Jean de La Fontaine en réalité nous donne, qui est une fable de La Fontaine qui s'appelle Les pouvoirs de la fable, qu'on va lire assez rapidement, c'est très clair. Hein. Donc c'est Jean de La Fontaine, c'est une des fables de La Fontaine. Je vais lire ça. Le pouvoir des fables. Dans Athènes, autrefois, peuple vain et léger. Donc je ne parle pas de vous, je parle d'Athènes. Dans Athènes, autrefois, peuple vain et léger, un orateur, je ne parle pas de moi, Jean de La Fontaine, je parle d'un orateur, Athènes, voyant sa patrie en danger, courut à la tribune et d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. Le vent emporta tout, personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles, étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs, il en vit s'arrêter à des combats d'enfants, et point à ses paroles. Que fit le harangueur ? Il prit un autre tour, d'où le détour. Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête, et l'anguille, en nageant, comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. L'assemblée, à l'instant, cria à tous d'une voix « Mais attends, mais Cérès, que fit-elle » Ce qu'elle fit, un prompt courroux, l'anima d'abord contre vous. Quoi ? De contes d'enfants, son peuple s'embarrasse, et du péril qui la menace, lui seul entre les Grecs, il néglige les faits. Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ? C'est-à-dire l'empereur à l'époque. À ce reproche, l'assemblée, par l'apologue réveillé, se donne entière à l'orateur, un trait de fable en nul honneur. Nous sommes tous d'Athènes en ce point, et moi-même, au moment que je fais cette moralité, si Podane m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on, je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant.
La première chose, et on le voit dans l'anecdote, qui raconte Dario Fo au tout début, avec ce procès fictif-là, le procès fictif. Il y a déjà une première ruse avec ces faux évêques, ces faux riches, mais qu'on accuse de vraies choses. Cette chose un peu étrange. Il y a déjà une ruse, c'est une manière détournée de porter une accusation, tout simplement. C'est une manière détournée de porter une accusation tout en se protégeant de la fiction. Donc du coup, il y a déjà cette ruse, mais vraiment une ruse d'enfant. C'est « je ne parle pas de vous, peuple italien, je parle du peuple avant, qui se battait, lui, pour ses droits. Et qui ne restait pas là à regarder une pièce de théâtre. Mais je ne parle pas de vous, lecteur de Jean de La Fontaine, je parle du peuple vain et léger qui n'attendait qu'une chose, c'était qu'on l'amuse. » Et en fait, ce qui déjà est une première chose, c'est la ruse. Brecht aussi faisait énormément ça, il utilisait beaucoup d'histoires détournées, beaucoup d'histoires de ruses pour permettre de repiquer, c'est-à-dire de réadvenir dans le présent. Mais en fait, si on revient aussi à notre Brecht, pas Brecht, Jean de La Fontaine le dit aussi. La première stratégie de l'orateur, c'est de faire quoi? C'est de montrer ce qu'ils doivent faire. C'est de leur dire, mais soyez en colère, soyez animés par je ne sais quelle fougue, soyez mobilisés, allez lutter, je ne comprends pas, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et on voit bien que ça ne marche pas. C'est-à-dire que le fait, en fait, il y a quelque chose qui, de base, épuise le théâtre. C'est-à-dire qu'il perd son utilité, il perd, comment dire, son... Moi, je pense qu'il perd beaucoup d'intérêt. C'est ce qu'on pourrait appeler une forme d'identification moralisatrice, on peut dire ça comme ça, de manière un peu élégante. Et en fait, ce qu'il y a en face, c'est quoi? Oui, le détour. Le détour, et même il le dit, la joie d'accommoder. C'est-à-dire qu'il revient au public de savoir de poser la question que l'orateur pose, c'est-à-dire, mais pourquoi ne parles-tu pas de Philippe? Où est Philippe là-dedans? Et à chercher son présent dans ce qui se passe. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas, en fait, aux artistes de vous dire quoi penser de la réalité, ce n'est même pas aux artistes de vous dépeindre vous, ce n'est même pas aux artistes de vous donner à voir quelqu'un que vous êtes censé reconnaître, Ce n'est pas aux artistes, d'une certaine manière, de vous dire à quoi vous devez ressembler, ni même de vous dire de quoi faire. Mais il revient aux artistes de vous permettre cela. C'est-à-dire de créer suffisamment d'écart, suffisamment d'étrangeté dans ce qui se passe, pour que cette question vous arrive. Et en fait, ce qui est particulièrement touchant dans la manière dont Dario Fo le fait, c'est que vous voyez bien qu'il ne dit jamais « vous, peuple italien de cette époque, vous devez vous rebeller contre les patrons et contre les riches ». Et il vous dit « il y a un peuple italien qui le faisait, il y a quelques siècles ». Vous voyez, cet écart est quand même beaucoup plus jouissif, il est beaucoup plus italien. Vous faites ce que vous voulez, mais le peuple italien le faisait. Non, tu as l'impression, il y a du plaisir, c'est très joyeux. Non, au contraire, il y a de la culpabilité si on te dit et si on te dépeint, j'en sais rien, il y a de la culpabilité si on te dit quoi faire. Il n'y a pas de culpabilité si on crée un écart, par exemple. Si on prend cette scène qui pour moi est très importante, où il décrit, vous savez, il décrit un Mr. Booth, donc là c'est Dario Fo, qui décrit un Mr. Booth, et il y a donc du coup cet acteur et le crieur public qui dit « Qui voulez-vous mettre sur la croix, Jésus-Christ ou Barnabas ?» là, d'accord? Là, il crée un écart, il crée un truc qui est un peu étrange, il demande au public ce qu'il pense. Cette chose-là, c'est lui qui le crée. Il permet au public de faire quoi? De jouer avec la pièce, et donc du coup, de dire notre mère, c'est-à-dire, vous voyez ce passage, à la fin. C'est-à-dire que c'est le Mr. Booth qui permet d'ouvrir, d'ébrécher, en quelque sorte de créer une espèce de fissure énorme pour permettre au public de se mettre lui-même en débat et de jouer avec ce qui se passe ici.
Alors qu'ils auraient pu faire complètement autre chose, ils auraient pu faire une reconstitution simplement de la vie de Jésus-Christ, sans jamais permettre au public, c'est ce que Bernard disait, qu'il le contraint au débat, c'est-à-dire qu'il le contraint et lui donne l'espace non seulement d'imaginer, mais l'espace pour lui d'y foutre la réalité, sa réalité à lui, ses injustices, ses combats. Et ce sont des formes théâtrales qui, par leur ouverture, c'est-à-dire par leur fragilité, par leurs écarts, par leurs brèches multiples, leurs interruptions, permettent au public, et le public est invité, à rentrer, mais rentrer dans la représentation, exactement comme ces gens ont fait rentrer leur propre mère dans l'histoire de la vie de Jésus. À partir de là, mais non, moi je ne veux pas que ça soit Jésus-Christ, moi je veux que ça soit mon mère, parce qu'il me fait chier. Tu mets mon mère sur la croix, et c'est ça qu'on veut. Et en fait, ce que ça crée, évidemment, c'est quelque chose déjà que le théâtre peut faire. Le théâtre peut jouir de cet écart. C'est-à-dire, il peut tout à fait jouir en quelque sorte de ces espaces, de ces vides, de ces silences, de ces choses qui ne sont pas complètes, un peu comme Bernard Dodt le disait des pièces et même de sa manière de jouer. C'est qu'il le trouait volontairement, son personnage. Ça va ? Ouais ? Pour cette mini-sous-partie, il faut se dire que ce qu'il y a en face, c'est le naturalisme, vraiment. C'est-à-dire la représentation naturaliste, on va dire, un peu de gauche, un peu gauchisante, c'est-à-dire qui va représenter les classes sociales, la misère du monde, etc., etc. Et avec laquelle nous ne pouvons que nous indigner. Mais encore une fois, si on reprend le début, ce pourquoi le naturalisme est coincé, c'est qu'en fait, ce n'est qu'une manière, l'indignation n'est qu'une manière pour nous d'accepter ce qui se passe. On peut tout à fait vivre avec l'indignation. Alors qu'en réalité, l'effort de la farce, l'effort de l'écart, l'effort de l'art du jonglage est une manière de ne pas nous lâcher, C'est-à-dire que d'une certaine manière, le public, on ne foutait pas la paix au public. Ok. Petit b, la question de la répétition, satisfaire les morts. Je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça, moi. La particularité des Mister Bouffe, c'est que c'est une répétition déjà. C'est qu'il y a déjà quelque chose dans le geste même, qui là aussi, à mon avis, est proprement théâtral, c'est que c'est une redite. Et ça se dit comme une redite. C'est Dario Fo qui rejoue, c'est même nous qui... Bon, c'est Dario Fo qui rejoue une tradition populaire qui elle-même rejouait les mystères, qui eux-mêmes rejouaient la vie de Jésus, qui a sans doute été écrit il y a très fort longtemps. Il faut se voir que donc du coup la répétition, le fait de rejouer et de toujours rejouer, là aussi produit une temporalité très particulière. C'est-à-dire que dans la répétition, dans le fait de rejouer, c'est comme si on rebattait les cartes. Je disais qu'il y avait une part d'improvisation évidemment très importante dans le jeu de Dario Fo, etc. Mais c'est une manière aussi de reprendre le risque, de réouvrir à nouveau la représentation. La répétition, ici, on voit bien qu'elle est au cœur, parce qu'en fait, s'ils répondent le maire un jour, on sait que dans quelques semaines, ils vont répondre autre chose. Les gens qui ont répondu « Moi, je veux mon maire à la place de Jésus-Christ ». On va lire cette longue citation un peu compliquée d'Olivier Neveu, qui permet en fait de rejoindre un peu tout, on va dire. Le théâtre crée, parmi d'autres, dans l'étouffement du présent, une brèche. Cette issue n'est pas rendue à demain, elle existe là, dans ce présent, pour ce présent. L'art en fissure la compacité, il introduit dans ce temps un autre présent, qui pourrait devenir ou pas un futur. Là, on pense au procès fictif, au procès fictif de ces riches, de ces puissants que les gens et le peuple, en tout cas, tenaient. C'est un autre présent qui pourrait devenir ou pas un futur. Il ne s'agit pas que le théâtre vienne représenter telle société idéale. Le théâtre ne peut pas faire ça. Il s'agit de porter atteinte
à l'unilatéralité du présent en constituant un autre présent qu'inspire la nécessité et la possibilité d'une coupure radicale avec ce qui se vit. Alors là, je m'arrête un peu sur cette dernière phrase. Là où on commence un peu à toucher à c'est quoi le vrai sens, la vraie portée politique de faire ça. C'est quoi la vraie portée politique de permettre à des gens de dire « je veux que mon maire meure », c'est-à-dire qu'on le trucide. Hein. C'est quoi la véritable portée politique de cette chose-là, hein? C'est de porter atteinte à la naturalisation et à l'essentialisation du cours des choses et de la répartition des uns et des autres dans notre société. Ce qu'on peut appeler, avec les mots de Jacques Rancière, ce qu'on avait appelé la police. La police, c'est la répartition des rôles dans la société, mais une répartition très stricte. Hein, il y a les évêques, il y a les puissants, il y a les riches et il y a le peuple. D'accord ? Donc si on se met dans le cadre des farces. Ce que permet le théâtre, c'est de perturber tout ça. C'est-à-dire de permettre à des gens d'être Jésus, de permettre à une personne du peuple d'être Jésus, rien à foutre, je suis Jésus. De permettre à des gens contemporains, de venir en quelque sorte se superposer au sort tragique de Jésus. Ça permet une redistribution. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de faire le puissant, je vais faire le puissant, et on va m'accuser de vraie condamnation. Et je vais vraiment mourir, ou pas. Cette chose très particulière que le théâtre peut faire, cette superposition en quelque sorte des couches, hein, cet autre présent qui est à la fois quelque chose de virtuel, quelque chose qui peut être possible et en même temps qui ne le sera jamais, est une manière aussi de rappeler à tout le monde que le présent dans lequel nous sommes n'est pas éternel. Ce n'est pas quelque chose qui ne peut pas être changé. C'est-à-dire que l'espèce de marmite, là, l'espèce de marmite dans laquelle ils foutent tous les puissants, toutes les personnes qui les oppriment, etc., c'est quelque chose qui existe aussi. Certes de manière fictive, hein, c'est pas vrai, mais ça existe. Elle existe quand même. Mais taraude. Attends, tu veux dire de quoi ? Dans le cas des Mister Bouffe ou des... Ah, c'était vraiment des représentations populaires, c'est-à-dire que c'était vraiment à la marge des marchés et des places publiques, donc c'était les gens du peuple, hein, c'était les formes les plus populaires à l'époque. Et de ce qu'ils disaient, les puissants et les riches adoraient ça parce que c'était très joyeux, hein, donc essayaient à tout prix en fait d'y assister, mais c'était très dangereux pour eux aussi d'y assister. Oui, ça ressemble fortement à du théâtre de rue, oui, complètement. Mais ce n'est pas tout. Ce présent advient par la création d'un espace intermédiaire, d'un espace potentiel tramé de fictif. Le terme de fictif, ici, ne renvoie pas à la fiction. La fiction, on la connaît, hein, la fiction, c'est la fiction, c'est-à-dire c'est Napoléon, quoi. D'accord ? Ça, c'est la fiction. Le fictif, hein, on va voir, est une espèce de notion qui permet, en quelque sorte, qui va essayer de nommer cet espace intermédiaire, cet espace d'écart, hein, cette espèce d'espace fait de plein de couches différentes, où le temps n'est jamais parfaitement cohérent, puisqu'on voit bien que chez Dario Fo, il peut à la fois parler d'une anecdote d'aujourd'hui qui fait exister dans le Moyen-Âge, et en même temps du Moyen-Âge et en même temps du peuple de maintenant, ouais. Exactement comme La Fontaine, qui superpose Athènes avec son orateur à sa propre condition et à ceux de ses contemporains, et puis nous, en fait, là-dedans. Donc vous voyez que, en fait, le fictif désigne cette manière, en quelque sorte, de jouer, de troubler les cartes, à la fois dans les espaces géographiques, mais aussi dans les temps et dans les identités. Mais encore une fois, hein, c'est une manière de penser la transformation de la réalité, que de la faire ainsi disjoindre dans tous les sens. Il naît de la capacité à faire... D'après Winnicott, il s'agit là d'un espace du jeu. On oublie Winnicott, on s'intéressera une autre fois. Mais c'était une manière, en fait, de parler de l'espace du jeu et de retrouver un peu les enfants. Ce qui se passe sur un plateau de théâtre a beaucoup plus à voir avec l'enfance, avec la manière dont les enfants jouent, qu'avec les mystères religieux, hein, et une version sérieuse et moralisatrice de ce qu'on devrait penser. Vous voyez ? Il naît de la capacité à faire des choses avec le manque. Non pas s'y accoutumer, mais en résoudre l'absence, en créer la présence, en conjurer l'attente. Cet espace est complexe. Il n'est pas nécessairement là où se dit l'avenir radieux.
celui de la tranquillité quiète, des solidarités douces, des liens civilisés. Il est aussi un lieu où se joue l'ombre et la nuit, où s'exacerbe la férocité, pensez à la marmite, où resplendit le vice, où la réalité n'est pas tout à fait la même, autrement qu'en dedans, autrement qu'en dehors. Là, il dit des choses qui, je pense, sont assez intéressantes parce qu'elles nous permettent aussi d'évacuer tout un tas de théâtralité qui reposerait sur d'autres choses. Là, on voit que, par exemple, il y a des gens qui pensent que le théâtre peut définir un avenir radieux, ou en tout cas peut nous donner une image de la société idéale. Il y a des gens qui peuvent nous faire voir, en quelque sorte, ou accoler aux représentations théâtrales une certaine morale, c'est-à-dire une certaine bien-pensance du comportement, une sorte de police des mœurs. On va le voir tout à l'heure en discutant de Dadi. Et il y a ces espaces fictifs, en quelque sorte, où, exactement comme la marmite, l'idée n'est pas, je ne dirai jamais clairement, le peuple va prendre des patrons, etc., les foutre dans une marmite avec de l'huile et les faire tourner. On voit bien que c'est enfantin comme jeu. Et pourtant. Mais c'est enfantin, mais pourtant. On joue à la marmite, mais pourtant. Et vous voyez que cette espèce d'écart que permet en fait le théâtre, que permet la version bouffonne, est une chose qui a beaucoup plus à voir avec le théâtre, beaucoup plus à voir avec la singularité du théâtre, que ces grandes reconstitutions, ou en tout cas ces grands messages. C'est une zone entre deux, et cette zone, il se pourrait qu'il faille la défendre. Elle est ombrageuse, elle n'a pas la clarté évidente des fonctions utiles au combat progressiste. Elle n'a rien d'une zone franche, elle est plutôt douteuse. La suite. Cette zone relative d'autonomie est à défendre, à conquérir, à étendre, ou plutôt à multiplier, pour ce qu'elle permet. Parfois, mine de rien, lorsqu'elle défie le donné sur le terrain des apparences et tient en respect l'étouffante réalité grâce à de fragiles illusions. La fragilité de l'illusion, c'est cette incapacité à... Bon, je finis. Il est possible que la politique naisse à la condition de cette zone. Là où je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est qu'il y a quelque chose de propre au théâtre qui fait que le théâtre ne pourra jamais, à mon avis, construire des illusions qui aujourd'hui pourraient être complètes ou pleinement satisfaisantes. Je pense qu'il y aura toujours cette fragilité-là. Et je pense que les esthétiques qui ne savent pas ça ou qui n'en tiennent pas compte ou qui font comme si cette fragilité-là n'existait pas, passe à côté de ce que, là, Olivier Neveu appelle le fictif, mais ce que Dario Fo appelait la fragilité, c'est-à-dire d'accepter de ne pas tout à fait incarner, d'accepter de ne pas tout à fait plonger, de ne pas étouffer la réalité, c'est-à-dire de ne pas la remplir, de ne pas pleinement la reconnaître, de ne pas pleinement, on va dire, la justifier non plus, de ne pas pleinement l'expliquer, ni même forcément lui permettre de se dire « bah tiens, voilà ce que vous devriez faire ». Cette chose-là, à mon avis, a tout à voir non seulement avec l'écart, qui était un peu la notion sur laquelle on jouait, et tout à voir aussi avec la politique. Je pense que c'est par là, en quelque sorte à mon avis, que le théâtre redevient un tant soit peu politique. Parce que, encore une fois, il permet de faire vivre quelque chose qui n'est pas encore advenu, mais qui pourrait advenir, quelque chose qui n'est pas là et en même temps qui pourrait être là. Et qui est en soi une espèce d'excroissance. Une excroissance dont on ne sait pas très bien quoi faire. Et en fait, on va finir juste là-dessus sur la citation de Jacques Rancière, qui pour moi est vraiment importante, parce que pour moi, elle parle vraiment du théâtre. C'est la politique est l'œuvre de sujets qui introduisent, dans l'ordre saturé de la police, des objets en surplus. Moi, j'aime beaucoup cette définition de la politique, parce que je vois tout à fait comment ces jongleurs du Moyen-Âge, voyant les mystères arriver, créent cette espèce d'objet en surplus, dont on ne sait pas quoi faire, qui est la version bouffonne des mystères, et qui, en effet, vient foutre le bordel dans ce que là, il appelle l'ordre saturé. Donc la saturation, c'est aussi une idée qui revient beaucoup. Le livre d'Agneau Brun, c'est du trop de réalité, l'étouffement de la réalité.
et vient foutre le bordel, c'est-à-dire vient en quelque sorte en défier l'unilatéralité, en défier en quelque sorte sa complétude. Non, ce n'est pas que ça. Non, je ne suis pas simplement que le peuple, je peux être aussi un noble, regardez. Non, je ne suis pas simplement que le marchand de poissons, je suis aussi un prince oriental, etc. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, cette chose-là, même si on est d'accord, elle n'existe pas, encore une fois. Le retour au réel, c'est-à-dire ce qui arrive après, ce que les gens voient ensuite, c'est comme si notre réalité ensuite allait avoir ça en plus, avoir cette espèce de couche-là en plus. C'est-à-dire qu'une fois après, les patrons auront un peu plus peur, parce qu'ils auront vu que les gens, que le peuple prenait un malin plaisir à les foutre dans une marmite. Mais c'est pas vrai, ils ne pourront pas le faire, pas là tout de suite, en tout cas. Mais en tout cas, la réalité va se superposer de ça. Et non seulement ça permet aux gens de réfléchir concrètement à des changements dans la société, c'est-à-dire aussi à une redistribution des places, une redistribution des affects, à une manière nouvelle en quelque sorte de penser la réalité. Et en plus de ça, ça permet de montrer, et c'est ça aussi, c'est là-dessus qu'on va finir, mais c'est de montrer que la transformation est possible. Si on revient un peu au tout début, si on revient au naturalisme et même aux fables dites conservatrices, la plus grande tristesse d'Intouchable, c'est sa fin. La fin d'Intouchable, c'est ils reviennent à la case départ. C'est ça, c'est véritablement ça. Ils reviennent à la case départ. Omar Sy retourne, son personnage retourne dans la banlieue. François Cluzet va vivre son histoire d'amour, je ne sais pas quoi, sur les côtes normandes. Ils reviennent, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Et c'est ça qui est véritablement triste comme histoire. Alors que l'histoire de la version bouffonne des mystères, c'est quand même la fin des riches, c'est la fin du patronat, c'est quand même plus glorieux. Bon. Merci. On fait une pause. Ouais. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Ouais, c'est intéressant, non?
quand même. Hein.